Monsieur Lo, si vous pouvez un peu revenir sur la rencontre d'aujourd'hui de votre parti relative bien sûr au sommet que doit abriter Nouakchott pour les lecteurs de notre site. Merci. Bon, donc notre conférence de presse avait pour objet de donner notre opinion sur ce sommet qui est le premier du genre en Mauritanie de la Ligue arabe et de dire un peu quelle est notre position sur un certain nombre de questions qui se posent au sein du monde arabe et dont nous pensons qu'il devrait faire la préoccupation, être la préoccupation de ce monde arabe. Et en même temps, nous avons également voulu rappeler un certain nombre de questions qui sont dans le contexte actuel de la tenue de ce sommet indispensable à rappeler. Donc, nous rappelons d'abord que le monde arabe est un monde qui est traversé d'un certain nombre de problèmes, de divergences, de contradictions, qu'il doit surmonter pour se préoccuper essentiellement de la question centrale qui est celle de la Palestine, dont le règlement se fait encore attendre, alors qu'Israël continue sa politique d'occupation et de répression du peuple palestinien et de remettre en cause le droit du peuple palestinien à l'autodétermination et les libertés fondamentales. Face à une telle situation, le monde arabe devrait plutôt raffermir son unité, élargir le camp des amis, restreindre le camp des adversaires et des ennemis. Or, nous voyons que malheureusement, il y a une tendance à une sorte de négligence de la cause palestinienne au profit de questions que nous considérons pour notre part comme secondaires et même parfois comme des questions qui compromettent la chance de raffermir le camp contre Israël. Donc nous pensons que le monde arabe doit se rapprocher encore davantage et remettre au premier plan la question palestinienne pour que, enfin, cette question puisse trouver la bonne solution. Ensuite, nous estimons que les divergences qui peuvent surgir au sein du monde arabe ou du monde musulman doivent être résolues sur la base du principe d'unité pour pouvoir aller plus avant encore davantage. Plutôt que de multiplier les foyers de tension au sein du monde arabe ou du monde musulman, plutôt que de multiplier les causes de ces difficultés encore qui compromettent la chance de raffermir cette unité. Nous rappelons que dans le contexte aujourd'hui du monde, cette unité est devenue vraiment l'élément essentiel. Or, cette unité doit se fonder sur les questions de modernité, sur les questions de démocratie, et non pas sur des questions qui sont des questions secondaires, des questions de préoccupations, disons, égoïstes des uns contre les autres. Donc, il est indispensable que le monde arabe soit au XXIe siècle et ne reste pas dans les oripeaux du XIXe ou du XXe siècle. Il est temps que le monde arabe se modernise et que les préoccupations de démocratie soient au cœur des rapports qu'ils entretiennent au sein de chaque pays, mais également entre les différents pays. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est cette absence, bien sûr, de démocratie, tout ça, qui a fait de sorte qu'actuellement, ce monde arabe se vide? Les gens sont prêts à braver les mers et tout ça pour en tout cas chercher de la démocratie dans des pays qui ne sont même pas arabes. Tout à fait. Qu'est-ce qui explique, à votre avis, ce changement? C'est parce que c'est une autre vision. Tout à fait. Ou peut-être que leurs enfants ne pensent plus comme eux. Voilà. C'est que le monde arabe, comme d'ailleurs dans beaucoup d'autres régions du monde, en particulier en Afrique, mais on le voit clairement dans le monde arabe, il y a de plus en plus une rupture très claire entre une grande masse des jeunes et les systèmes politiques qui sont en vigueur. La grande masse des jeunes veut la démocratie, veut la liberté, veut participer à la vie courante, à la vie sociale, à la vie politique, à la vie économique, veut bénéficier de l'esprit d'initiative et veut s'ouvrir également au reste du monde. À la place de cela, que leur offrent les régimes? Ils leur offrent la dictature, l'autoritarisme, l'obscurantisme, l'arriération, l'esprit passéiste, qui n'ont rien à voir avec les cultures ou les civilisations d'ailleurs du monde arabe, qui sont des civilisations et des cultures, au contraire, d'ouverture dans le monde. Parce que le monde arabe, pendant longtemps, a été l'un des grands porteurs des cultures et des civilisations dans le monde. Or, aujourd'hui, on voit que la plupart des gouvernements de ce monde sont tournés vers un passé et verrouillent toute possibilité pour les jeunes en particulier de se projeter dans un avenir. Et c'est l'absence d'avenir dans la tête de beaucoup de jeunes qui les pousse d'ailleurs même à chercher à quitter
à quitter les pays, à s'engouffrer ailleurs, à chercher à aller le plus loin possible, notamment dans ces fameux bateaux, à aller en Europe ou aller dans d'autres régions du monde où ils peuvent trouver, où ils pensent trouver une alternative à la vie qu'ils mènent dans leur propre pays, que les jeunes Algériens appellent la hogra, c'est-à-dire vraiment la malchance, le malaise, etc. Ça, c'est l'un des grands problèmes auxquels aujourd'hui, en effet, le monde arabe est confronté. Et d'ailleurs, c'est ça qui explique en partie ce qu'on a pu appeler le printemps arabe. Parce que le printemps arabe, aussi en grande partie, résulte du fait que les jeunes ont voulu prendre en main leur destin, changer l'ordre des choses. Il y a des pays où ça avait commencé à le faire. Malheureusement, il y a une tentative aujourd'hui de récupérer ce processus de rajeunissement et de démocratisation, mais les aspirations des jeunes restent là, intactes. Ce sont des aspirations à avoir plus de démocratie pluraliste, plus d'ouverture d'esprit, plus d'esprit d'initiative et plus de prise en compte de leur propre avenir et de prendre en charge de leur propre avenir. Donc ça, c'est une réalité en effet que vous avez touchée et qui constitue aujourd'hui l'une des grosses préoccupations pour lesquelles notre parti estime nécessaire que le sommet se préoccupe. On ne peut pas organiser des sommets où on vient pour parler des généralités, où on se fait des embrassades, on fait de beaux discours, mais où on ne touche pas les questions de fond, qui sont ceux pour lesquels nos peuples aspirent précisément à des transformations. Donc, à votre avis, Aziz devrait toucher du doigt l'essentiel même de la crise arabe dans son ensemble. Oui. En tout cas, nous ne nous faisons pas d'illusions sur Aziz. Nous ne nous faisons pas d'illusions sur certains de ceux qui seront au sommet, mais nous pensons qu'ils seraient bien avisés de le faire. Ils auraient l'intelligence historique de le faire, et s'ils le font, ils auront au moins contribué à faire avancer leur peuple et le pays. Nous, par exemple, la Mauritanie, en principe, nous sommes un pays central dans le monde arabe, puisque nous sommes un peuple intermédiaire entre le monde arabe et le monde africain. C'est deux mondes auxquels nous appartenons. Donc le discours qui aurait dû être le nôtre, qui peut être le nôtre, et dont on doit être le porteur, c'est un discours d'ouverture dans ces deux mondes pour une plus grande convergence, en disant des vérités qui sont des vérités qui rapprochent les peuples et non qui les divisent. Vous voyez? Or, malheureusement, si on voit un certain nombre de choses aujourd'hui qui se déroulent, on se rend bien compte que le sommet n'est pas vraiment un sommet qui présage de cette ouverture, parce que tout est fait de manière hâtive, tout est fait de manière à ce que l'apparence peut-être prime sur la réalité des choses, tout est fait pour qu'on surfe sur un certain nombre de données qui ne traduisent pas réellement profondément les préoccupations des peuples. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous avons dit, par exemple, que nous ne comprendrions pas que le sommet arabe se réunisse à quelques mètres du Sahara occidental, et alors qu'on est donc en plein dans le monde arabe, sans que ces chefs d'État, ces chefs de gouvernement, ces présidents de la République, ces rois et ces sultans ne disent ne serait-ce qu'un mot sur ça, n'entreprennent aucune démarche pour rapprocher les peuples, pour trouver une solution entre les protagonistes, c'est-à-dire entre les Sahraouis et les Marocains, entre le Front Polisario, la République arabe saharaui démocratique et le Royaume du Maroc. Alors que l'Union africaine s'en préoccupe, les Nations unies s'en préoccupent, la Ligue arabe, elle, au cœur duquel cette question se pose, puisque les Sahraouis sont arabes au même titre que les Marocains, au même titre que les Mauritaniens, au même titre que les Algériens, eh bien la Ligue arabe fasse l'indifférence, mette ses mains dans les poches et regarde ailleurs, comme si c'était quelque chose qui ne se passe pas en son sein. Donc c'est le genre de comportement que nous pensons indispensable désormais à dépasser. Il y a des problèmes, il faut en discuter. Bien sûr, on va en discuter de manière constructive. On va chercher des solutions de compromis. On va chercher à ce qu'il n'y ait pas de gagnants ou de perdants. On va faire en sorte que les frères se retrouvent à travers des solutions qui soient des solutions acceptables pour les uns et pour les autres. C'est très difficile, mais il faut le tenter. Si on ne fait rien, et si on croise les bras, et que le mal persiste, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que la crise, en persistant, va empêcher les peuples de la sous-région, notamment du Maghreb, de construire cette union du Maghreb auquel ils disent aspirer. Parce que jamais les Marocains, les Algériens, ou les Mauritaniens, ou les Sahraouis ne pourront faire quoi que ce soit ensemble tant que cette question du Sahara n'aura pas été réglée. Vous voyez? Donc voilà un peu l'une des préoccupations aussi qui nous concerne. D'autre part, vous l'avez dit tout à l'heure, ce sommet, il intervient dans un autre contexte qui est particulier, qui est le nôtre, nous. Il intervient dans un moment où le régime procède à des arrestations de tous azimuts, notamment parmi les jeunes.
Il y a les jeunes de l'Irak, il y a les jeunes du 25 février, il y a les jeunes sur le gasoil, hein, Manchari gasoil, il y a tous les secteurs qui sont en ébullition, qui traduisent un peu l'indignation des jeunes face à des situations qui sont vécues en Mauritanie, qui sont réelles en Mauritanie, puisqu'on sait que ce sont des situations réelles. Et bien tous ces jeunes, au lieu d'être écoutés par le pouvoir, au lieu que le pouvoir aille vers eux et cherche à trouver ou à entendre au moins ce qu'ils disent, hein, et cherche à trouver des solutions, et bien l'arme qu'ils utilisent, c'est l'arme de la confrontation, c'est l'arme de la répression. On arrête les gens à tout bout de champ, au lieu de décrisper l'atmosphère, on la crispe. Comment organiser un sommet qui soit un bon sommet si au sein de cette population il y a des répressions, il y a des fermetures, il y a des peurs, il y a des crispations? Donc nous pensons par exemple que ce sommet aurait dû être l'occasion pour les Mauritaniens de créer un climat d'apaisement. Et nous pensons que si ce sommet devait en effet permettre à ce qu'il y ait un apaisement entre Mauritaniens, ce serait encore mieux. Hein, c'est comme les trottoirs. Si le sommet nous permet d'avoir de bons trottoirs, c'est excellent. Si le sommet nous permet d'avoir des routes plus larges avec des lampadaires un peu partout, c'est excellent. Mais encore faudra-t-il que cela ne soit pas au détriment d'autres quartiers de Nouakchott, que cela ne soit pas au détriment de l'assainissement de la ville de Nouakchott, ainsi de suite. Donc vous voyez, ce sont là des questions qui nous préoccupent. Je vous ai donné également, je vous ai dit également qu'il y a un autre élément, d'autres contextes. On peut citer la question actuellement, disons-le clairement, du Sénégal et de la Mauritanie. Aujourd'hui, on assiste à une véritable escalade de mesures unilatérales entre le gouvernement mauritanien et le gouvernement sénégalais. Chacun prend des mesures seules qui peuvent apparaître comme contraires aux intérêts des populations de la sous-région. Par exemple, en matière de pêche, le gouvernement mauritanien prend des mesures unilatérales et les pêcheurs sénégalais sont, pour ainsi dire, frustrés par ces mesures-là, alors qu'il y a des accords, etc. Le gouvernement sénégalais prend également des mesures, c'est à propos des éleveurs et de leurs cheptels. Tout ça crée un climat qui est malsain. Alors que les pays étaient supposés engager désormais des efforts de concertation. De la mise en valeur du Sénégal. Il y a des institutions pour ça. Il y a l'OMVS, il y a des commissions mixtes qui existent dans les deux pays. À un moment d'ailleurs où ça peut être dangereux un tel climat. Pourquoi? Parce que maintenant nous avons une zone frontalière qui est pétrolifère et surtout qui a du gaz, beaucoup d'hydrocarbures. Et c'est des mines communes, au point que les deux pays sont obligés de les gérer en commun. Mais comment vous allez gérer en commun du gaz si en même temps vous êtes obligé de vous tirer dessus pour le poisson et pour le cheptel, pour le bétail? Ça veut dire que demain, cette situation du cheptel et du poisson qui nous divise va être une situation dépassée par un conflit plus grave en matière de pétrole et de gaz. Parce qu'on sait que partout dans le monde, le gaz et le pétrole créent plus de problèmes encore. Donc nous avons intérêt à temporiser, à revenir à un esprit de concertation, éviter l'esprit de chasse à l'homme. Hein? Il y a une chasse à l'homme auquel on se livre dans telle ou telle zone, par exemple à Nouakchott, ou bien des risques que cela puisse avoir comme des représailles dans d'autres régions, par exemple aussi au Sénégal, ça peut être une conséquence de cela, ou bien encore comme le cheptel, on prend des mesures et en contre-mesure, les pêcheurs sénégalais vont en pâtir comme les éleveurs mauritaniens vont en pâtir. Tout ça est détestable, tout ça est contraire aux intérêts des populations. Donc nous avons dit, dans cette conférence de presse, le président Mohamed Mouloud, qui l'a animé, a rappelé que notre position, c'est que les deux peuples sont deux peuples frères. Et les gouvernements ne sont pas là pour créer des problèmes entre tes frères. Ils sont là pour aider les frères à trouver des solutions lorsque des problèmes existent. Ce n'est pas les gouvernements qui doivent exciter les populations les unes contre les autres. Ces gouvernements sont d'abord là pour arranger les choses, pour réguler les relations, pour trouver des solutions qui nous fassent avancer. Donc ça, c'est aussi un des problèmes auxquels nous sommes désormais confrontés. Nous aurions aimé que le sommet se déroule dans un meilleur climat de notre voisinage et non pas dans un climat de tension ou d'appréhension, puisqu'il y a beaucoup de gens qui ont peur de ce qui va arriver maintenant, avec toutes les mesures, ces contre-mesures, avec cette escalade qui nous rappelle malheureusement les années 80 et qui a débouché sur ce que l'on connaît malheureusement dans ce pays. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup.